Bonjour, nous sommes le 29 décembre 2023 pour l'une des dernières vidéos concernant le livre du père Michel Viaud, qu'il vient de montrer, qu'il va remontrer, qui s'appelle « Les papes et la France ». Donc après avoir vu depuis l'époque de Clovis, nous sommes rendus maintenant à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Avec, voilà, oui, oui, mais il faut quand même rester un petit peu sur cette fin du 19e parce que c'est une période charnière, nous allons le voir, puisqu'il va se poser la question romaine, et puis finalement la séparation des églises et de l'État. Mais tout ça n'est pas arrivé comme des cheveux sur la soupe, c'était préparé. Hein. Et nous étions restés sur cet acte tout de même très, très intéressant de voir qu'en 1849, donc bien longtemps après Clovis, la France vient au secours du pape Pie IX, qui est chassé par la Révolution romaine, et alors qu'en France il y a une république, une seconde république, qui a élu le prince Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République. Mais enfin, ça ne va pas très fort entre le président et les institutions républicaines, et en particulier la question de sauvegarde de Pie IX ne va pas aller de soi. Pourtant, je vous l'avais dit, et je le rappelle, Victor Hugo, qui était non seulement un poète sublime, mais aussi un grand visionnaire, avait cette vision de l'Europe unie, puis aussi de l'unité italienne. Mais il savait bien que ça ne pouvait pas se faire n'importe comment, et il avait fait un grand discours en voyant Pie IX, le nouveau pape, puisqu'il avait été élu en 1846, devenir le chef de cette confédération, hein, parce que il y avait les principes chrétiens, même dans une belle envolée, dit que le pape a adopté les idéaux de la Révolution de 89. Là, je pense qu'il s'est un petit peu trompé. Enfin, ça fait partie des envolées de Victor Hugo. Mais en tout cas, l'idée n'était pas saute du tout, parce que l'Italie, entre un habitant de Milan et un habitant de Naples, il y a quand même une grosse différence. Hein. Et une Italie unifiée, puis en plus, la suppression des États du pape, purement et simplement, ce n'était pas une solution. Et les gens intelligents le savaient, Hugo le savait, Louis-Napoléon le savait, et Cavour le saura aussi, nous le verrons. Bon, seulement, il fallait de la souplesse, parce que quand même, les temps avaient changé. Et ce qu'on espérait de Pie IX en 1846, quand il va être élu, et aussi les républicains qui, en 1849, consentiront à l'envoi des troupes d'Oudinot pour rétablir Pie IX à Rome, c'était que il fasse comme tous les autres souverains, c'est-à-dire qu'il reste souverain, mais qu'il avance dans le parlementarisme, par exemple, voyez-vous, il y ait quand même qui ne soit plus la seule monarchie absolue de ce temps. Et bon, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, parce que Pie IX a été tout à fait retourné sur le plan politique, pas sur le plan doctrinal. Il était dans la continuité, et on ne peut que lui en être, je trouve, reconnaissant, de Grégoire XVI et de ces papes qui ont été opposés à la Révolution française et aux idées des Lumières. Mais sur le plan politique, il aurait pu quand même lâcher du lest dans la mesure où il était souverain temporel. Et vous savez que cette expédition romaine qui finalement, pour certains républicains, c'était pour rétablir la République romaine. Pour d'autres, c'était pour ne pas laisser la place libre seulement aux Autrichiens. Et pour d'autres, c'était surtout pour défendre les États du pape. Bon. Mais enfin, même chez les républicains qui voulaient rétablir la République romaine, ils pensaient qu'il y aurait un compromis avec le pape qu'on pourrait discuter. Toujours est-il que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et quand Louis-Napoléon Bonaparte, ça va coïncider d'ailleurs, le retour de Pie IX à Rome, et puis l'arrivée le fameux coup d'État, hein, et Napoléon Bonaparte devient Napoléon III, Pie IX rentre à Rome. Vous savez qu'il fait rétablir même l'Inquisition. Ah oui, je ne savais pas, oui. Oui, bon, il aurait pu mettre, aujourd'hui, le Saint-Office, la congrégation pour la doctrine et la foi, mais enfin, rétablir l'Inquisition,
le mot était tellement chargé, on l'a trop chargé, je suis parfaitement d'accord, mais enfin, disons que politiquement parlant, c'était pas très adroit. Et c'est ce qui va faire que Napoléon III va lui envoyer une lettre, dont je vais vous lire un extrait, puisqu'elle est passée par les mains d'Edgar Ney, qui était le fils du maréchal Ney, qui est fusillé, comme vous le savez, et qui disait ceci, puisque la répression de Pie IX était quand même pas tendre, j'apprends avec peine, dit l'empereur, que l'on voudrait donner comme base à la rentrée du pape la proscription et la tyrannie. On ne doit pas permettre qu'à l'ombre du drapeau tricolore, on commette un acte qui puisse dénaturer le caractère de notre intervention. Et effectivement, la répression a été très dure. Alors, le même Victor Hugo, qui avait encensé Pie IX, avait, dans les châtiments, écrit Saint-Père, lui, sur tes mains, laisse rouler tes manches. Saint-Père, on voit du sang sur tes sandales blanches. Borgia te sourit, le pape empoisonneur. Voyez. Oui. Il avait changé complètement d'avis, là. Hein, oui, sûrement à cause de ce que vous m'avez raconté la dernière fois, là, quand il y a eu les morts dans les batailles, voilà, oui, tout à fait. C'est ça qui l'a retourné. Voilà. Donc c'était bon. Mais enfin, on s'est quand même efforcé de rétablir des bonnes relations. Bon, il n'empêche que Napoléon III avait souhaité un sacre à Notre-Dame et que Pie IX lui a demandé de supprimer les articles organiques. Alors, vous savez, déjà quand on voit qu'en 1849, quand il n'était même pas empereur, déjà il avait failli être, il y avait une protestation, on le met en accusation, parce qu'il avait secouru le pape. Et si jamais il avait rétabli, enfin, s'il avait supprimé les articles organiques du Concordat, mais il aurait été fichu par terre, vous comprenez? Oui. Et Pie IX lui a refusé le sacre. Je pense que ce n'était pas droit. Voilà. C'était pas droit parce que quand même Napoléon III a fait beaucoup pour l'Église. Et lui aussi a été visionnaire. Il a suscité Napoléon III. Il faisait souvent ça parce qu'il ne pouvait pas en tant que souverain écrire lui-même. Il avait demandé au vicomte de la Garonnière, voilà, je retrouve son nom, d'écrire un petit livre, Napoléon III et l'Italie, et qui développait en fait, oui, vraiment les opinions personnelles de l'empereur, n'est-ce pas? Et l'empereur pensait, n'est-ce pas, que le pape devrait finalement se limiter à Rome et à tout ce qui était autour de Rome, et renoncer à avoir de grands États, voyez-vous. Et plus tard viendra cette formule, hein, plus le territoire sera petit, plus le souverain sera grand. Parce qu'au fond, il avait tout de suite vu que, vu ce que devenaient les États modernes, pour la papauté, avoir le souci d'être un chef d'État, avec tout ce que ça implique, l'entretien d'une armée, etc., ça allait poser des problèmes terribles. Et que ça allait nuire au pouvoir spirituel de l'Église. Et d'ailleurs, écoutez, depuis 1929, je pense que la papauté s'accommode très bien, et tout le reste du monde catholique aussi, du fait que plus petit sera l'État, plus grand sera le souverain. Oui. Hein, le système de la Cité du Vatican, l'accord de Latran de 1929, il me semble que c'est une bonne solution. Hein. Absolument, d'ailleurs, on le voit dans les documents pontificaux. J'ai la liste des documents, on voit qu'avec Pie IX, c'est 2 petits volumes, Léon XIII, c'est 3, Pie X, c'est 5, etc., jusqu'à Jean-Paul II, où c'est 40. Enfin, voilà, ils se soucient beaucoup plus de leur rôle spirituel. Voilà, exactement. Et ce qui leur vaudra, nous dirons 2 mots quand nous serons au XXe siècle, des ralliements étonnants
justement à cause de cela. Voilà. Et je pense que là, Napoléon III, comme dans beaucoup d'autres domaines, vous savez, était un visionnaire, et je pense qu'on lui fait toujours un mauvais procès. C'est quand même un homme qui ferait réhabiliter, enfin certains historiens l'ont fait, Dieu merci, parce qu'on lui doit quand même beaucoup de choses. Ben, le Paris moderne d'une part, et puis en ce qui concerne le monde ouvrier, il est quand même le premier souverain à s'en être occupé en permettant ce que la Révolution avait interdit, la création des syndicats. Voilà. Alors, pour le reste... Napoléon III a été très injustement traité, hein, ça on ne peut pas le nier. Oui. Oh oui, très injustement traité, parce qu'il a tout de même favorisé beaucoup de choses. Bon, en tout cas, Brompi IX est revenu dans ses états, mais il faudra quand même bien dire que la menace sera tout de même grande. Il faudra tout de même qu'il y ait constamment la présence de soldats français jusqu'en 1870. Parce que ce n'est pas seulement les zouaves pontificaux du général Lamoricière qui vont servir à défendre Pie IX. Vous comprenez bien que même quand Victor Emmanuel III se proclamant roi d'Italie avec comme capitale Florence, le Second Empire existant encore, ça ne trompera personne. Hein, bon, c'est bien parce qu'il y avait les soldats français que... Bon, alors, d'ailleurs, Pie IX fera... il va lui aussi, alors, il va quand même prendre un certain nombre de décisions doctrinales importantes. C'est lui qui va quand même reconnaître l'Immaculée Conception, hein, qui a proclamé le dogme en 1854, et surtout qui va réunir le Concile de Vatican I, qui est un concile extrêmement important, où il pressentait quand même quelque part que la question de son règne temporel allait être très attaquée, et c'est là qu'on va proclamer donc l'infaillibilité pontificale, et qu'au fond, on va ériger l'ultramontanisme finalement en règle absolue. Et ça, voyez-vous, ça a déjà une importance vis-à-vis de la France, parce que un certain nombre de gens, dont Émile Combes, dira plus tard dans ses discours que ce jour-là, l'Église catholique a déchiré le concordat napoléonien parce qu'elle a mis fin à l'Église gallicane. Oui. Et effectivement, c'est là qu'il aurait peut-être fallu renégocier certaines choses. Enfin, on ne refait pas l'histoire, mais il est vrai que entre 1801 et 1802, moment où Napoléon Ier signe le concordat avec Pie VII, et puis 1870, où l'infaillibilité pontificale est proclamée, bon, seulement en matière de foi et de mœurs, bien entendu, pas pour le reste. En matière de doctrine, oui, tout à fait. Oui, bon. Et bien, on donne un argument, évidemment, aux anticléricaux, en disant, mais attendez, vous voulez maintenir le concordat, mais c'est plus tout à fait les mêmes conditions du concordat qu'en 1801. Voilà. Bon. Et alors, en même temps, on voit très bien que les unités nationales, et Napoléon III le savait, elles sont en marche. Celle de l'Italie, celle de l'Allemagne, qui va se faire au profit de la Prusse. Et Napoléon III n'y était pas finalement opposé. Mais, vous savez, la seconde partie de l'Empire est terrible. Enfin, on va passer à ce qu'on appelle l'Empire libéral. Et dans la dernière partie de l'Empire libéral, ce que l'on sait moins, c'est que Napoléon III va être malade et qu'il va avoir cette maladie de la pierre qui va le faire extrêmement souffrir et qu'il va laisser finalement le gouvernement à la majorité libérale de la Chambre. Et que c'est surtout, enfin, Émile Ollivier, l'homme qui va déclarer la guerre de 1870 d'un cœur léger, comme il l'écrira et le dira, c'est lui qui va être le fossoyeur, non seulement de l'Empire, mais aussi, malheureusement, de la France. Parce qu'entre-temps, vous comprenez, il y avait Garibaldi, et puis en plus, le drame, c'est que le comte Cavour était mort. Il a dû mourir dans les années 1861-62. Bon, Cavour était pour l'unité italienne, mais enfin, c'était un politique, un homme raisonnable, et qui savait très bien qu'il y avait une question romaine. Bon, il meurt, et évidemment, les autres n'auront pas la même
la même mesure. Et Napoléon III va se laisser entraîner peut-être plus qu'il ne veut, mais enfin, il saura aussi retenir. Mais ce qui va être le piège pour lui, c'est la question prussienne. Bon, je n'y reviens pas, cette horrible guerre de 70, n'est-ce pas, qui va être déclarée malgré la volonté de l'empereur, puisque la question de départ, c'était la candidature d'Hohenzollern au trône d'Espagne. Finalement, le roi de Prusse fait savoir qu'il y renonce, donc il n'y a plus de casus belli. Hein. Oui. Mais voilà que Émile Ollivier demande par la dépêche d'Ems, demande une confirmation écrite. Parce que oui, on ne demande pas ça à un roi de Prusse. C'est ce que lui avait dit d'ailleurs Napoléon III. Il dit, mais s'il ne répond pas, il nous déclare la guerre. Il ne peut que nous déclarer la guerre, parce qu'on ne met pas en doute la parole d'un souverain. Bon. Mais ce qui montre aussi que beaucoup dans ces événements-là, il y a beaucoup de vanité, beaucoup de oui. Voilà. D'incapacité à discuter, à utiliser, parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la guerre. En fait, on a trop le souvenir de la gloire de l'époque napoléonienne. Oui, car on a oublié, voilà, d'une part, la vanité, comme vous venez de le dire, c'est ce qui a agacé le plus Bismarck. Oui. Parce que Bismarck n'était pas. Bismarck, c'est d'abord un diplomate, hein, c'est pas un homme de guerre, mais c'est un homme d'État, et il sait très bien que si on fait la guerre, il faut être prêt. Bon, il l'avait montré à Sadova avec les Autrichiens en ayant une artillerie tout à fait capable. Bon, ça on l'avait dit aux Français, mais le maréchal Niel, qui était ministre de la guerre, avait demandé des crédits hein, en 1866, après la bataille de Sadova. Et avec l'accord de l'empereur, il demande des crédits pour l'artillerie française, puisqu'elle n'est pas à la hauteur de celle des Prussiens. Et donc, finalement, on les lui refuse. Et l'empereur dira fâcheuse économie. Bon, d'où la stupidité de la dépêche d'Ems, parce que la vanité, comme vous le dites, Bismarck va y voir la vanité, oui, la vanité française. Voilà, c'est tout ce qu'il va y voir. Et puis, la guerre, eh ben, la guerre, on ignore en 1870 qu'en l'espace de 15 ou 20 ans, la guerre a fait des progrès énormes, comme on va l'ignorer en 1914, oui. Notamment au niveau de l'artillerie. Et c'est là qu'on prend des retards en matière d'artillerie, voyez-vous, et on ne se rend pas compte de ce que la guerre va coûter, donc, sur le plan humain. Nous ne sommes plus au temps des guerres napoléoniennes, qui ont déjà beaucoup coûté, ni même au temps des guerres du Second Empire. C'est quand même encore un cran plus haut, parce que les armes sont redoutables. Elles s'améliorent constamment, et ça, les Français semblent ignorer. Bon, toujours est-il qu'à Sedan, les choses sont réglées très vite. L'empereur se rend compte tout de suite, malgré sa maladie, malgré le fait qu'il est dans des conditions épouvantables, enfin, je ne vais pas vous décrire ici, mais enfin, on les connaît, épouvantables. On se demande comment il a pu tenir à cheval. Bon, il est même allé dans différents endroits de la bataille où on risquait de se faire tuer, quand il a vu, et il s'est rendu le 2 septembre. Et Bismarck et le roi de Prusse pensaient qu'ils allaient négocier avec lui, mais voilà, le 4 septembre, quelques républicains exaltés, alors qu'il y a une chambre qui siège encore, hein, vont à l'hôtel de ville et proclament la République. Et non seulement ils proclament la République, mais disent qu'ils veulent continuer la guerre. Bon. Alors, continuer la guerre, avec quoi hein c'est pas comme en 1940 où il y avait un empire colonial, voyez-vous. La France avait 2 départements d'Algérie. Bon, ben, voilà, puis le reste était vaincu. Bon, moralité, ben, Bismarck, qui connaissait bien Napoléon III, ne peut plus négocier avec lui. Mais il ne sait plus avec qui négocier. Il va falloir qu'aussi on réunisse une chambre qu'on puisse élire. Il va falloir une trêve et on va élire une chambre. Alors, c'est là qu'il y a les républicains étant pour la guerre et la droite pour la paix. C'est comme ça que vous allez avoir une chambre à majorité monarchiste ou bonapartiste. On groupe le tout. Hein. Et à l'époque, on peut regrouper le tout parce qu'on sait très bien que le comte de Chambord n'aurait pas d'enfants, et par conséquent, les orléanistes se rallient à Chambord. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Il aura une majorité. Mais est-ce que le pays est pour autant favorable à ça?
c'est pas absolument sûr. Parce que si le pays a voté pour envoyer cette majorité au pouvoir, c'est parce que cette majorité-là, elle a promis la paix. Et elle va la tenir en la personne de Thiers, mais il y aura la commune. Bon. Et ça, il va falloir encore que Thiers négocie avec Bismarck la libération de prisonniers français par les Allemands, qui vont constituer ce qu'on appelle l'armée des Versaillais, et qui vont défendre l'État. Alors aujourd'hui, il y a toute une poésie sur la commune et anti-versaillaise. Écoutez, non, moi je trouve que les communards étaient des factieux, et des factions en temps de guerre, vous savez comme moi, qu'on leur applique la loi martiale, et que les Versaillais et Thiers ont défendu la France. Parce que quand même, les Prussiens étaient jusqu'au Mans, et que on peut se poser la question, je pose simplement la question, Bismarck, qui ne demandait jamais de cession territoriale, hein, il ne l'a pas fait avec l'Autriche, en demandant au traité de Francfort la cession de l'Alsace-Moselle pour les intégrer dans le Reich, on se demande si ce n'est pas une des raisons de la continuité de la guerre, voyez-vous. Oui, c'est possible. Parce que s'il avait pu traiter tout de suite, le 2 septembre, à la fin de Sedan, où je vous signale que la France n'était pas occupée, on est arrêté à Sedan, ben, il me semble qu'on aurait pu peut-être s'en tirer avec cette fort impôt de guerre qui a été demandé par Bismarck, peut-être une occupation de Strasbourg, enfin bon, mais peut-être pas, voyez-vous. Et quand on sait le rôle que ce problème d'Alsace-Moselle a joué pour la préparation de la Première Guerre mondiale, ben, ça donne beaucoup à réfléchir, voyez-vous. Bon, alors maintenant, sur l'état religieux de la France, ben, c'est quand même étonnant de voir que à ce moment-là, au moment de la défaite, c'est le vœu du Sacré-Cœur. Et que on vote à la quasi-unanimité de la Chambre le don du terrain sur le mont des Martyrs pour y construire le Sacré-Cœur, parce que justement Paris a été épargné par l'invasion prussienne. Paris est resté libre, et il y a ce vœu national, et puis on demande aussi la libération du pape, voyez-vous. Bon, la France reste quand même profondément catholique, hein. Ça, ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quand même pas, c'est pas dû au hasard, c'est quand même dû au concordat, au fait aussi que l'Église a eu pignon sur rue, et donc on va pouvoir voter et on va pouvoir construire ce fameux Sacré-Cœur. C'est quand même intéressant de voir que le Sacré-Cœur, il est là au début de la Troisième République, vous comprenez, c'est quand même, ça fait quand même réfléchir. Voilà. Seulement, évidemment, la question romaine n'est pas réglée. Et alors, la question de la République non plus, parce que vous savez, l'amendement, ce qu'on appelle l'amendement Vallon de 1875, Henri Vallon, moi je me suis donné la peine de lire quelques-uns de ses livres. C'est un historien qui s'est beaucoup occupé de la Révolution. On voit qu'il n'aime pas du tout la Révolution, hein. Mais il faut bien sortir de l'impasse. On a proclamé la République, mais on n'a rien dit d'autre. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien faire quelque chose en cette période-là. Et les institutions sont paralysées. Et Vallon le dira à la Chambre. Puisqu'on a proclamé la République, essayons-la, mais pour l'essayer, il faut qu'il y ait un président, il faut que ça fonctionne. Si ça ne marche pas, dit-il aux royalistes, eh bien, on se retournera vers la royauté. Et je pense qu'il était sincère en disant ça, voyez-vous. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai lu ses livres sur la Révolution. Et on voit du tout que ce n'est pas du tout un fanatique de la Révolution française de 1789. Bon, mais il fallait bien s'en sortir par cet amendement Vallon. Et bon, c'est là qu'il va y avoir cette... Et on voit bien qu'on n'est pas sorti, si vous voulez, de l'énigme, enfin, oui, et de cette révolution absurde de 1789, c'est que on ne sait pas comment situe l'exécutif par rapport au législatif, voyez-vous.
En 89, ils avaient supprimé l'exécutif. C'était des comités. Bon, après, il y aurait les restaurations. Bon, je ne vais pas revenir sur le reste. Mais alors là, on a le même problème. Parce qu'on a élu un président de la République, le premier c'est Thiers, mais enfin, il ne sait pas trop quel pouvoir il a vis-à-vis du Parlement, voyez-vous. Et ensuite, on va lui choisir MacMahon, ce qui n'est pas neutre, parce qu'en principe, MacMahon est royaliste. Donc, il aurait dû aider le comte de Chambord. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il a beaucoup aidé. Maintenant, je n'ai pas le sentiment non plus que le comte de Chambord ait tellement eu envie de régner que cela. Et que je pense que l'histoire du drapeau tricolore est assez symbolique, c'est pas faux, mais ça représente pour lui, d'une part, je crois, le refus absolu de mettre ses pas dans la suite de la Révolution française, ou encore, pire, dans la suite de la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, qui faisait fi des questions sociales. Et que je pense que le comte de Chambord, comme d'autres grands penseurs catholiques de ce temps, sans que le pape se soit encore exprimé d'une manière formelle, savait qu'il y avait forcément une doctrine sociale de l'Église et que c'est pas parce qu'on était riche qu'on avait tous les droits et qu'on pouvait transformer son prochain en esclave, quand c'était bien le cas de la condition ouvrière à cette époque-là. Bon. Donc, MacMahon va être élu président de la République, mais lui, en fait, il se serait bien vu une sorte, enfin sans proclamer l'Empire, mais il se serait bien vu avoir les prérogatives, disons, de l'empereur, autant de l'Empire autoritaire, et finalement, il y aura conflit entre lui et la Chambre, et alors qu'il va dissoudre la Chambre, et que cette fois-ci, comme il n'y a plus la guerre, comprenez, c'est là que ça nous montre quand même qu'au niveau du peuple, on n'était pas si mûr que ça pour la royauté. Le peuple a envoyé une majorité de républicains à la Chambre. Et MacMahon va à ce moment-là désigner quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas la majorité des voix et qui devra démissionner. C'est là que de toute façon Gambetta avait dit ce mot célèbre, il faudra se soumettre ou se démettre. Et c'est ce qu'a fait MacMahon. Il s'est démis donc, et en 1879, vous allez avoir donc là l'instauration véritable de la Troisième République avec Jules Grévy, qui aura auparavant fait une déclaration qui va jouer pour tous ses successeurs, à savoir qu'il ne s'opposera jamais à une majorité parlementaire. Voilà. Et donc, vous avez un président de la République qui aura un titre honorifique, mais attention, quand on dit honorifique, c'est pas quand même c'est pas rien. Il représente l'État, il est l'arbitre, il est celui qui... Bon, ça sera pareil sous la 4e, c'est pour ça que, ayant connu, quand j'étais petit, Vincent Auriol et puis René Coty, ces hommes étaient absolument respectés, même s'ils avaient peu de pouvoir, parce qu'ils étaient des arbitres que personne ne contestait. Voilà. Ils n'appartenaient à aucun parti, enfin, où ils avaient appartenu, mais ça ne jouait plus quand il était président de la République. Et il se fiait aux élections et à la majorité parlementaire donc de l'époque. Alors, ce que va faire Grévy, c'est qu'il va appeler, puisque le régime républicain est maintenant consolidé, un homme qui parmi les républicains est un républicain modéré, Jules Ferry, qui fait partie de la gauche républicaine, qui est connu pour ses idées républicaines et aussi avec un côté anticlérical, mais je ne dirais pas forcément anticatholique. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que l'Église se mêle de politique, et aussi il ne veut pas non plus que l'Église règne sur l'enseignement. Mais il ne désire pas pour autant que l'Église soit absente de l'enseignement. Ceci explique que Jules Ferry va
aura, comme tous les candidats à des postes importants, à son programme la séparation des Églises et de l'État, mais quand il sera au pouvoir, il ne le fera pas. Bon. Et arrivé au pouvoir, il sera d'abord ministre de l'instruction publique, et donc il va laïciser l'école primaire, mais n'interdira pas les écoles confessionnelles. Donc, voyez-vous. Et puis pour le supérieur, il laissera aussi la place au confessionnel. Et surtout, ce qui est important dans le programme de Ferry, c'est sa lettre aux instituteurs le montre bien, le respect du droit des familles. Il y a ce passage important dans la lettre aux instituteurs où il dit à l'instituteur qu'il est responsable de la conscience de l'enfant et que sur le plan moral, il doit enseigner quelque chose et qu'il a le sentiment qu'un seul des pères de famille, des enfants qu'il a sous sa direction, pourrait y être opposé, eh bien, il ne l'enseigne pas. Oui, donc il a un grand respect du droit naturel, en tout cas. Absolument, du droit naturel, et il le manifestera toute sa vie. D'ailleurs, il ne tentera absolument pas de séparer l'Église de l'État, et il enverra donc le comte de BN, qui était noble pontifical, anobli par Pie IX, comme ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, voyez-vous. Donc, ce qui montre tout de même quelque chose d'important, parce que pendant tout le temps où cet ambassadeur va rester en place, il s'appelle Lefebvre Pignot de BN, il va être en place de 1882 à 1896, je peux vous dire qu'il n'y aura aucun problème pour les nominations d'évêques. Parce que tout simplement, on pratiquera la discussion préalable, comme ça avait été fait déjà au temps de Napoléon, et qu'on ne présentait au pape que des gens qu'il pouvait élire. Alors, et pourtant, il y a eu un changement de pape qui a peut-être aussi aidé les choses, parce que Pie IX est resté quand même très intransigeant. Il avait bien accepté d'être le parrain du fils de l'empereur, mais bon, il avait été malade, il n'est pas venu. Bon, peut-être que c'est une vraie maladie, enfin, je ne sais rien. En tout cas, il n'est pas venu, et c'était quand même une grosse déception. Mais il y a quand même eu un bienfait, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé à Notre-Dame de Paris à ce moment-là, et à sa restauration, et c'est un sujet d'actualité. Et donc, bon, en tout cas, le nouveau pape, ça va être une surprise. Il est élu en 1878. C'est un homme de 68 ans. On s'y attendait il n'y a pas trop, le cardinal Pecci, qui va devenir Léon XIII. Et qui, tenez-vous bien, va tenir jusqu'en 1903. Au fond, c'est un peu comme l'histoire de Jean XXII, Jacques Duez à Avignon, un vieil homme, on pense à un pape de transition, puis quand même il dure longtemps. Et Léon XIII, c'est vraiment un des très grands papes que nous ayons eus. Parce que vous parliez des encycliques, alors là, les encycliques de Léon XIII, elles sont tout de même capitales, comme les décisions du Saint-Siège aussi sont capitales à ce moment-là. Par exemple, sur le plan de l'enseignement de la théologie, sur le plan de remettre en place le thomisme, sur l'exercice intelligent de l'infaillibilité pontificale, sur aussi, je dirais, la diplomatie. Parce que, vous savez, quand Léon XIII arrive en 1878 au pouvoir, bon, ben, il a une république qui est en train de se mettre en place en France, et puis en Allemagne, il y a le Kulturkampf de Bismarck. Qu'à cela ne tienne, on va négocier. Voilà. Et il négociera au bon moment, il était bien renseigné, c'est là que la diplomatie vaticane va être peut-être à son plus haut point, parce qu'il sait que Bismarck, il y a quand même des chambres dans le Reich, et Bismarck doit compter aussi avec le régime parlementaire, et il a besoin du Zentrum, du parti catholique, et donc il faut... Voilà, et comme de toute façon, le Kulturkampf n'est pas du tout une lutte anti-chrétienne, c'est une lutte anti-catholique,
parce que Bismarck pense, à tort ou à raison, hein, que l'unité allemande ne peut se faire que par le protestantisme. Oui, oui, C'est voilà. pour ça qu'il pense. Mais autrement, il n'est pas antichrétien, pas du Mm. tout. Et finalement, comme c'est un homme intelligent et qui verra bien que Léon XIII aussi est de la même trempe, eh bien, on s'entendra et qu'on mettra un frein au culte camp, de même que dans le même temps, Jules Ferry va mettre un frein à l'anticléricalisme. Puis, alors, deuxième chose qui va faire que, et ça c'est peut-être moins connu, que Léon XIII va s'entendre avec Ferry et avec Bismarck, c'est parce qu'il sait que et l'un et l'autre étaient opposés à une guerre de revanche. Voilà. Et que Ferry, en s'engageant dans la politique colonialiste, et Bismarck la réprouvant pour l'Allemagne, il ne voulait pas l'empêcher la France, au contraire, peut-être ça l'arrangeait parce que ça empêchait les Anglais de prendre trop de place. Bon, alors, il n'y avait pas de conflit entre la France et l'Allemagne, et ça c'était important. D'autant plus qu'alors, j'en reviens aux missions. Ferry est quand même à la tête d'une puissance catholique, il en a parfaitement conscience, qu'à lire la correspondance entre lui et sa femme. Et bon, il fait suivre l'armée française, et ça commence par le Tonkin, hein, par les Pères Blancs. Voilà. Et donc, il y aura des missions catholiques. Et voilà pourquoi Léon XIII, finalement, a de la sympathie pour ça, parce qu'il préfère avoir des missions catholiques que des missions anglicanes. Oui, oui. C'est de bonne guerre, me semble-t-il, et c'est tout à fait dans la vocation, du pape, voyez-vous. Bon, donc, les choses vont aller plutôt bien. Alors, il va y avoir en 1889, c'est important, ça, le centenaire de la Révolution française. Bon, on veut voir en France vraiment se faire une unité autour de cela, mais là aussi, il faut être précis. C'est pas les idées, c'est pas toutes les idées de 89 qui sont là. C'est l'idée d'une république, l'idée où, enfin, on va voter pour des députés qui vont en principe vous représenter. Voilà. Et comme on ne voit pas non plus de candidature monarchiste possible, si vous voulez, et qu'on voit en plus que la France tout de même se relève des malheurs de ce genre. Je vous signale que par exemple, l'énorme amende de guerre qui avait été demandée par Bismarck a été payée en des temps records. Oui, 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 c'est vrai. Ce qui montre que, alors Bismarck aurait même dit, si j'avais su, j'aurais demandé plus. Ben oui, mais il n'empêche que la France restait quand même un pays important, et ben ça on le devait à cette administration qui était en place depuis 1879 et qui fonctionnait bien. Alors, donc, comprenez que quand on vit le centenaire de la Révolution, bon, on se rend compte que oui, il y a une majorité de Français qui est pour la République. Alors, 1889. Et je vous ai dit que quelques intellectuels français étaient sensibilisés à la question ouvrière. Mais il n'y avait toujours rien du côté de l'Église. Et le manifeste du Parti communiste, il date de 1848. Et donc, Pie XI, entre autres choses, en 1891, publie cette grande encyclique Rerum Novarum. Léon XIII, vous voulez dire, oui, Léon XIII. Oui, pardon, Léon XIII, oui, Léon XIII, oui. Oui, je pense déjà au 40e anniversaire avec 15. Léon XIII publie donc Rerum Novarum, et donc qui va faire Jaurès écrira en 92 dans la Dépêche de Toulouse, l'Église ne s'est tournée vers les faibles que le jour où ils ont commencé à être une force. Bon, c'est un petit peu de dépit, mais vous voyez, oui. Il a bien reconnu, oui, que l'Église s'était tournée effectivement vers le monde ouvrier. Bon, avec du retard, c'est vrai, mais elle l'a fait. Bon, non, une encyclique du pape, c'est une chose,
mais encore faut-il l'appliquer. Et c'est là que, après avoir tâté le terrain avec le fameux toast du cardinal Lavigerie, qui était cardinal archevêque d'Alger, qui était aussi un père blanc, comme par hasard, voyez-vous, le père blanc qui avait été ménagé par Jules Ferry, eh bien, avec le consentement, mais pas avec l'ordre, hein. On a des précisions là-dessus. À l'étonnement général, parce que dans ce qu'on appelle la royale, comme son nom l'indique, la flotte française était plutôt royaliste que républicain, porte un toast à la République. Bon. Et évidemment, ça va faire du bruit. Et en 1892, Léon XIII va publier donc l'encyclique Au milieu des sollicitudes en français, ce qui évidemment va marquer les esprits, hein, puisqu'il va demander aux catholiques non pas du tout de se rallier aux idéaux de 89, comme on l'a écrit à tort, pas du tout, mais d'accepter des places dans ce régime républicain, puisqu'il est voulu par la majorité des Français. Bon, et de ne pas faire la politique de la chaise vide, parce qu'il s'agit d'avoir des places dans le gouvernement, l'administration, pour pouvoir mettre en œuvre cette encyclique de 1891. Il ne faut pas que ça reste un vœu pieux, vous comprenez? Et pour ça, il faut qu'il y ait des catholiques aux affaires. Certains vont d'ailleurs très bien le comprendre. D'autres, évidemment, vont accuser Léon XIII de trahison. Et aujourd'hui encore, oui. Et je pense que c'est parce qu'on est mal informé sur la façon dont les choses se sont passées. Léon XIII s'est expliqué quelques années après encore, notamment auprès du recteur de l'Académie de Lille, Académie catholique, en disant « Dites bien que le pape n'est pas démocrate ». Vous voyez, bon, c'est pas un ralliement au principe de 1789. Mais il y a un régime qui est ce qu'il est, qui d'ailleurs, quand il invoque les principes de 89, ne les invoque pas tous, puisque en 1892, on a mis un terme à l'anticléricalisme virulent. Voilà, c'est fini. Bon, donc vraiment, on ne voit pas pourquoi finalement Léon XIII aurait raté ce rendez-vous. Et je crois que s'il ne l'avait pas fait, on lui aurait reproché. On leur dit, vous voyez, bien sûr, l'Église est en retard. Mais non, il a fait. Je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Bon, ce qu'il ne pouvait pas prévoir, Léon XIII, c'est que en 1898, allait éclater l'affaire Dreyfus, et que cette affaire Dreyfus, qui était une histoire de règlement de compte dans l'armée entre une partie catholique et puis d'autres, et puis sur fond d'antisémitisme, bon, allait dégénérer en une affaire nationale. Une affaire nationale dans laquelle l'Église catholique allait être entraînée malgré elle. Ce ne sont pas les ecclésiastiques, hein, c'est le journal La Croix qui, en entraînant un certain nombre de laïcs, a poussé les hautes sphères de l'Église à prendre parti contre Dreyfus. Et puis finalement, il va y avoir un clivage 10 fois plus grand qu'auparavant. Entre les... Ah ben absolument. En plus, Jules Ferry meurt en 93. Vous savez que Jules Ferry aussi, ça on ne le dit pas, mais on lui a reproché. Madame Ferry a refusé les obsèques nationales parce qu'elle soupçonnait Clémenceau d'être dans le coup des 3 balles de revolver qu'on a tirées sur Jules Ferry. Et il y en a une qu'on n'a jamais pu retirer, voyez-vous. Oui. Et il est mort, il était président du Sénat, et il est mort brusquement. Voilà. Peut-être que la balle a bougé, on ne sait pas trop, hein, voyez. Mais ça lui a coûté la vie quand même, parce qu'il voulait une modération. Seulement, évidemment, à partir de l'affaire Dreyfus, il n'y a plus de modération possible. Oui. Malgré l'effort de Waldeck-Rousseau, qu'il faut quand même saluer, c'est quand même madame qui a réussi à faire un gouvernement d'union nationale, y compris avec un général marquis dont j'oublie le nom là, qu'il appelait l'homme au talon rouge, je sais plus qu'est-ce qu'il appelait l'homme au talon rouge, avec un double sens. La noblesse portait des talons rouges, comme vous savez, mais aussi il avait réprimé la commune. Hein. Et il avait un certain culot d'ailleurs, parce que quand il est arrivé, quand le gouvernement a fait son entrée dans la chambre ensuite de Waldeck-Rousseau, quand le général est arrivé, la gauche a crié assassin.
Et lui a répondu présent. Vous voyez, il avait assumé. Bah, écoutez, hein, moi je trouve toujours triste d'avoir fusillé des gens, mais qu'est-ce que vous voulez quand une armée se fait tirer dessus? Donnez-moi un exemple dans l'histoire où une armée qui se fait tirer dessus ne répond pas. Hein, oui. Puis on voit bien avec Louis XVI le fait qu'il n'ait pas voulu verser le sang français, ce qu'à ça donné. Il faut que vous recentriez un peu votre caméra, hein. Vous êtes un peu trop à droite. Voilà. Très bien, continuez, allez-y. Oui. Bon, alors finalement, c'est l'échec. Quelqu'un qui était déjà monté en grade, c'est Émile Combes, qui au départ ne voulait pas abolir le Concordat, mais voulait quand même réduire, à cause justement de l'affaire Dreyfus, la puissance politique de l'Église, parce que quand même on était allé très loin. Il va remporter avec l'aide de la gauche, au fond, cette France, qui est quand même en majorité catholique, va envoyer à la Chambre des députés une majorité de gauche, de socialistes et de radicaux socialistes. Ah oui, parce qu'il faut quand même le rappeler, cette loi de séparation, elle ne s'est pas faite sous une dictature. Ah ben oui, elle s'est faite par une majorité de Français. Seulement, on verra tout de suite quand même qu'il y a une différence entre les socialistes et les radicaux. Les socialistes, ils sont élus vraiment par le peuple, et le peuple n'est pas anti-Église, et les socialistes de Jaurès, ceux qui sont pour Jaurès, hein, parce qu'il y a une extrême gauche qui n'est pas, bon, ne sont pas du tout anti-Église, ils le manifesteront lors du vote, alors que les radicaux, eux, sont plutôt durs. Surtout, ce sont des libres penseurs, il y a dessous une métaphysique. Oui, tout à fait. Oui, alors une métaphysique, vous avez raison de le dire, mais une métaphysique très étrange, parce qu'il y a quand même des marges entre un Émile Combes qui se dit spiritualiste, et qui je crois l'est, et qui a la métaphysique positiviste d'Auguste Comte, et puis d'autres qui sont complètement athées. Je ne pense pas qu'on puisse dire d'Émile Combes qu'il était complètement athée. D'ailleurs, vous savez, il y a un point qui est commun entre Émile Combes et Jules Ferry, c'est ils ont été tous les deux initiés au Grand Orient, ils étaient francs-maçons, à une époque où le Grand Orient était encore régulier, pas pour longtemps, pour quelques années, mais où on cultivait une espèce d'ambiguïté entre l'athéisme absolu et aussi une espèce des forces de l'esprit, du positivisme, voyez-vous. Bon. Et Émile Combes était un peu dans cette idée-là, d'autant plus que lui venait, contrairement aux autres, d'un milieu ultra-catholique. Et oui, il avait été séminariste. Ben, oui, non, il n'a pas été vraiment, enfin il a un petit peu fait, mais surtout il a été grand clerc, il a servi la messe en soutane, donc avec la soutane des suppléments, jusqu'à 25 ans. Hein. Et il avait un oncle, l'oncle Gobert, qui était prêtre. Et Émile Combes devient président. Il avait été président il avait mis l'instruction publique déjà auparavant, mais il va venir président du Conseil et ministre de l'instruction publique et ministre de l'Intérieur en fin 1902, et il va rester en 1905, jusque début ou fin 1904, parce qu'il va être obligé de démissionner à cause de l'affaire des fiches. Mais il faut voir que Combes, son programme, si on veut être précis, ce n'est pas la séparation de l'État dans un premier temps, c'est l'application des articles organiques, sans nuance. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des discussions préalables avec le pape. Voilà. On impose l'autorité absolue de l'État sur l'Église. Et pour bien le montrer, il commence par faire partir des congrégations qui n'avaient pas satisfait aux demandes d'autorisation préalables, voyez-vous, et non autorisées. Voilà. Et il va même très loin. Les Chartreux, par exemple, il les fait partir. Bon, entre autres, il va même jusqu'à utiliser la fabrication de la chartreuse. Puisqu'en tant que médecin, il est contre l'alcool et il dit voilà qui font de l'alcool. Mais en même temps, il est très pragmatique. Il dit je ne demande pas qu'on fasse partir les congrégations qui s'occupent des prisons ou des hôpitaux. Nous n'avons pas les moyens financiers de les remplacer. Bon. Et alors,
cet Émile Combes, il y a un beau livre de Gabriel Merle que je recommande à nos amis, c'est que en 1903, un député avait proposé de supprimer la loi de séparation de l'Église et de l'État en supprimant la ligne budgétaire des cultes. Et il dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et voilà ce qu'il dit à l'Assemblée. Notre société ne peut pas se contenter de simples idées morales telles qu'on les donne actuellement dans l'enseignement superficiel et borné de nos écoles primaires. Nous considérons en ce moment les idées morales telles que les églises les donnent, et elles sont les seules à les donner en dehors de l'école primaire, comme des idées nécessaires. Vous vous rendez compte? Alors c'était un tollé à l'Assemblée. Et c'est là qu'il a réaffirmé son spiritualisme. Et Jaurès, qui s'y connaissait bien, a vu en Combes un continuateur de Robespierre. Et oui, l'être suprême. Il fallait une religion. Ah, bien entendu. Il l'a écrit dans la Petite République. Hein, il l'a écrit, mais en disant, il est quand même, contrairement à Robespierre, il est comme Robespierre, rationaliste et croit à la raison. Oui, et si bien qu'il ne s'embarquera pas dans une histoire d'être suprême. Il ne voulait pas. Pour lui, la religion catholique, c'était très bien, mais à condition qu'il la domine par les articles organiques. Or, là aussi, il y a un changement de pape en 1903, et qui n'est pas évidemment dans le sens de ce que voulait souhaiter Combes. C'est à la stupeur générale le patriarche de Venise qui est élu, Sarto, cardinal Sarto, et qui prend le nom de Pie X. Je ne s'attendais pas du tout à être pape. C'est vraiment le saint homme, le pasteur des âmes. Hein. Bon, il ne connaît rien à la diplomatie pontificale. On lui dit il faut prendre un jeune diplomate qui est très bien, qui s'appelle Méry Delval, il faut le prendre. Effectivement, l'homme est intelligent, mais pour ce qui est de la souplesse et de la diplomatie, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Hein. Il est plutôt raide, Méry Delval. Il voudra jusqu'au bout maintenir dans la liturgie du Vendredi Saint les Juifs perfides. Bon, en latin, ça ne fait pas de... Oui, le mot avait évolué. Voilà. Oui, mais en français, tout de même, il fera partie de ceux qui, jusqu'au bout, voilà. Ça, c'est Méry Delval. Évidemment, il n'était pas homme à discuter avec Combes, hein, c'est évident. Et Combes non plus, d'ailleurs. Et alors, Combes va tout de suite comprendre que c'est pas possible. Et donc, il va provoquer l'incident avec la visite du président Loubet au roi Victor Emmanuel III à Rome. Et vous savez que Rome, le pape s'y considérait comme prisonnier. Et donc, ça voulait dire, en allant à Rome, que la France reconnaissait. Et bon, ben voilà, casus belli, on rompt les relations diplomatiques et on met en marche la loi de séparation des Églises et de l'État. Bon. Heureusement, à ce moment-là, arrive l'affaire des fiches, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le ministère de la Guerre, qui était tenu par le général André, avait, sur les ordres de Combes, fait une sorte de fichier sur tous les officiers de l'armée. Il faut se souvenir de l'affaire Dreyfus. Hein. Bon, tous les officiers de l'armée qui étaient anti-républicains ou qui étaient trop catholiques. Et oui, puisque c'est d'eux qu'on a vu à souffrir pendant l'affaire Dreyfus. Donc ils sont fichés maintenant. Et ça nuisait à leur avancement. Alors, il y avait des stupidités du genre sa belle-mère est bigote ou attend l'enfant à l'école libre. Et bon. Pour ceux qui étaient bien, ceux qui avaient une maîtresse, enfin, qui n'allaient jamais à la messe, enfin, bon, des âneries de ce genre. Et alors l'ennui, c'est que on a mobilisé des associations patriotiques pour ça, y compris des loges du Grand Orient de France, sans même que le Conseil de l'Ordre en soit informé. Ça, je tiens à le dire aussi, parce que l'histoire est là. La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont démissionné du Grand Orient de France quand ils ont appris qu'on avait fait servir, pourtant leur obédience était irrégulière à ce moment-là, mais qu'on avait fait servir leur obédience à une telle horreur qu'ils ont démissionné. Bon.
ça a provoqué la chute du cabinet Combes. C'est Maurice Rouvier qui lui a succédé, qui était une des gloires du Parti radical et qui ne connaissait pas grand-chose à l'histoire de l'Église. Il a nommé un jeune qui avait de l'avenir pour lui, Aristide Briand. Voilà. Et il l'a nommé rapporteur de cette loi. Et en 9 mois, on a pu réussir à faire cette loi qui était très travaillée parce que nous le devons à monsieur Debré, qui était président de l'Assemblée nationale en 2005. Quand on a fêté le centenaire, il a publié le texte de Briand, et surtout, c'était précédé d'une histoire de l'Église, vous vous rendez compte, pour les députés, pour les parlementaires, et qui commençait à Clovis d'ailleurs. Bon, pour que, alors évidemment, c'est une histoire un peu orientée, mais dans l'ensemble, au moins ça rappelle des faits. Et on sait bien que les gens l'ont lu, parce qu'on voit très bien que les débats ont duré 9 mois, et là vous avez un exemple de débat parlementaire. Entre nous, j'aimerais bien que nos députés actuels le lisent. Oui. Ah ben oui, parce que ça avait de la tenue. Ça avait de la tenue, et alors ça vous dit, ça a duré 9 mois. Et on voit bien que les choses ont été complexes, parce que vous avez des textes qui ont été votés tantôt par la majorité de gauche, socialiste et radical-socialiste, tantôt socialiste et la droite. Ah oui. Et socialiste et la droite, c'était à chaque fois, il s'agissait de sauvegarder le caractère propre de l'Église catholique. Et de ne pas la dominer totalement par l'État. Voilà. Il faut quand même le dire, et ça on le doit à Jaurès. Oui. Ah oui, parce que l'idée de Jaurès, c'était que il fallait que les socialistes, que les catholiques pouvaient rester catholiques et socialistes. Voilà. Et donc il fallait les convertir au socialisme, et que ce n'étaient pas des ennemis de la cause ouvrière, loin de là. Bon, alors Émile Combes, évidemment, un peu dépassé par tout ça, mais il va laisser faire, parce que lui-même, je vous dis, lui-même était quelqu'un tout de même d'assez curieux, parce que on sait qu'il sera avec une correspondance amoureuse pratiquement avec la supérieure des carmélites d'Alger, voyez-vous, et il avait écrit sur la tombe de son fils, qui était mort jeune, « Aimons-nous dans la mort comme dans la vie, notre cœur nous dit qu'il n'y a pas de séparation éternelle, nous nous quittons dans l'incertitude, nous nous retrouverons dans la vérité. » Il n'y a pas eu d'obsèques religieuses. Alors, quand on a demandé au curé de Pons, où était maire Combes, qu'est-ce que vous en pensez de cette inscription? Moi, je n'ai rien à redire. Et moi, je sais que je n'aurais rien à redire non plus, parce que c'est une façon... Oui. Oui, quand même. Et on peut pas, non, on peut pas dire que Combes était un aphrodaté matérialiste. Comme quoi l'homme est plus complexe qu'on le croit. Oh, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Donc, voyez-vous, cette loi de séparation des Églises et de l'État, j'insiste là-dessus, elle n'était pas acceptable pour les catholiques à cause des cultuels. Et donc, ça demandait des suites. Alors, il y aura des suites. Alors, vous avez la guerre de 14 qui va amener l'union sacrée, avec une idée de patrie floue, parce que l'idée de patrie révolutionnaire et l'idée de patrie chrétienne, ce n'est pas la même chose. Jean de Vidry a écrit un très beau livre sur les deux patries, je le recommande à nos auditeurs, mais cette union sacrée va quand même se faire, à un tel point d'ailleurs que quand le pape Benoît XV, alors Pie X va mourir de chagrin de la guerre de 14. Ah oui, ça oui. C'est clair. Et Benoît XV se rendra parfaitement compte au début qu'il ne peut rien faire, que tout le monde veut se battre, mais il va quand même avoir le flair en 1917, surtout après la chute du tsar et l'arrivée de Kerensky au pouvoir. Donc, si vous voulez, Lénine est encore retenu à l'étranger. Les bolcheviks ne sont pas là, c'est les mencheviks qui sont là. Donc, après tout, la Russie peut évoluer vers quelque chose de démocratique. Le pape Benoît XV va proposer une paix des braves. Et il va s'adresser à toutes les puissances belligérantes
Le meilleur accueil sera fait par l'empereur d'Autriche, Charles Oui. le Nouveau, puisque François-Joseph est mort. Il est béatifié. J'espère qu'il sera canonisé. Et que Zita aussi sera, parce qu'ils ont négocié. Et vous savez que du côté français, la République a utilisé les Bourbons-Parme, qui étaient parents avec l'empereur d'Autriche, pour négocier. Il y a eu une tentative. Mais je pense que la tentative était sabotée dès le départ. Peut-être par Clémenceau. Exactement. Clémenceau et ceux qui tournaient autour, parce que Clémenceau, voilà, il est arrivé au pouvoir à ce moment-là, il voulait le pouvoir pour aller jusqu'au bout et écraser le Bosch. Bon. Mais c'est quand même terrible de voir que les deux souverains, les deux qui vont, c'est Charles d'Autriche et même Guillaume II. Oui. Seulement, à cette époque-là, Guillaume II n'avait vraiment plus le pouvoir. C'était Ludendorff et l'autre, Hindenburg. Voilà, c'était l'armée. Hein. Et donc, ils ne pouvaient pas. Et eux vont faire, c'est eux qui vont faire la sottise d'envoyer Lénine en wagon plombé à Moscou. Hein. Et la suite, vous la connaissez. Bon, voilà ce que Benoît XV aurait pu éviter. Mais le catholicisme français, c'est là qu'on voit qu'il est uni à la République, dira un non possumus au pape, il désobéira au pape. On ne peut pas vous suivre, voyez-vous. Et Benoît XV sera extrêmement mal vu par les catholiques français, puisque d'ailleurs, vous pensez bien que Clémenceau, qui bouffait du curé, dira « Nous ne voulons pas de la paix Bosch préparée au Vatican. » Et bon, moralité, on fera la paix en 18, on la fera même. Alors, du coup, quitte à continuer, il fallait aller à Berlin. Vous savez que c'était Foch qui commandait les armées, et c'est la France qui l'a gagné cette guerre, parce que bien sûr, il y a eu des aides des Alliés, mais elles étaient infimes par rapport à ce qu'elles seront en 1944. Voyez-vous, en 1918, c'est la France. Et Foch pouvait aller à Berlin. On aurait imposé une paix européenne et non pas la paix de M. Wilson qui a préparé la guerre, voyez-vous. Et ça, qui en a été conscient, à Rome, le Saint-Siège, bon, le Saint-Siège, oui, il n'a trop rien dit, mais la paix, c'est la paix, mais n'empêche que, le Saint-Siège a voulu tout de suite se raccommoder avec la France. Il y avait une occasion, il y avait un dossier en cours, c'était celui de Jeanne d'Arc. Bon, et c'est Benoît XV qui va canoniser Jeanne d'Arc, voyez-vous. Et donc, ça va attirer à Rome une foule de Français considérable. Ça sera la grande réconciliation entre le Saint-Siège et la République. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard même, on va instaurer, elle existe toujours, deuxième dimanche du mois de mai, je vous signale, c'est la fête nationale, une fête nationale pour Jeanne d'Arc. Mais c'est la fête nationale la moins bien suivie par les autorités politiques actuelles. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et ça a duré longtemps. Et ça, c'est l'habileté de Benoît XV et des Républicains qui vont être au pouvoir à ce moment-là, même y compris Clémenceau, qui laissera faire, et qui va créer l'Union nationale des combattants en 1918 avec l'abbé Brottier, le bienheureux Daniel Brottier, qui est un prêtre de mon diocèse. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bon, donc si vous voulez, on va rétablir, si vous voulez, les choses, et on va tellement les rétablir qu'on dit, mais après tout, il faut rétablir les relations diplomatiques avec le Vatican. On les a rompues depuis 1904. Et on les rétablit en 1921. Or, en 1921, le pape, qu'est-ce qu'il est? Il est chef d'une religion. Il n'est pas chef d'État. Il faut attendre 1929 pour qu'il le soit. Or, ça veut dire que la République laïque, qui n'en connaît aucune religion, envoie un ambassadeur auprès de la chef de religion catholique. Vous voyez? Que les choses s'arrangent. Et on voit bien qu'entre les deux guerres, alors, le successeur, c'est Pie XI. Pie XI qui aimait la France. Pie XI qui avait une grande sympathie, enfin pour lui, sa grande sainte, c'était Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà. Bon. Et il était allé à Lisieux. Bon, il était allé à Lourdes aussi. Il avait une grande piété pour la Vierge Marie. Et c'est lui qui va prendre un autre ami de la France, Eugenio Pacelli, qui avait été nonce à Berlin, qui va le prendre comme cardinal secrétaire d'État. Et c'est Pacelli qui viendra en 1936, en 1937 à Lisieux pour inaugurer justement cette belle basilique de Lisieux et faire ce grand sermon à Notre-Dame
que je conseille à tous nos lecteurs de se procurer sur la France catholique. Enfin, c'est une sorte de résumé, enfin, c'est une autre vision de mon livre. Il montre cette histoire singulière entre l'Église catholique et vraiment dans un français admirable, n'est-ce pas, absolument admirable. Et entre-temps, il faut dire que Pie XI avait eu, sur la séparation de l'Église et de l'État, qui est toujours condamnée par l'Église catholique dans ses principes, on avait trouvé un arrangement avec les associations diocésaines sur lesquelles nous fonctionnons actuellement, mais qui n'est qu'un arrangement juridique, qui fait que l'Église catholique a une position juridique en France. Voilà. Donc, et si vous voulez, les choses allaient en s'arrangeant. Quand on va restaurer la cathédrale de Reims, par exemple, c'est un légat du pape qui va venir. C'est un cardinal français, mais qui sera fait légat du pape, c'est-à-dire qui sera reçu avec les honneurs qu'on réservait au Saint-Siège. Et tenez-vous bien, le président de la République, Albert Lebrun, se tenait dans le chœur de la cathédrale pour la grand-messe et à la place de l'Évangile, à côté de l'Évangile, là où siégeait le roi de France quand il était sacré. Il avait à côté de lui quelqu'un que sans doute n'aiment pas beaucoup de nos auditeurs, le ministre des Beaux-Arts, Jean Zay, qui était socialiste et juif, et puis qui, dans sa jeunesse un petit peu anarchiste, avait écrit des horreurs sur le drapeau français. Mais enfin, écoutez, quand on est jeune, on fait des sottises. Hein, bon. Et qui s'était quand même racheté parce qu'il avait quand même présidé à la restauration de bâtiments religieux comme Reims, voyez-vous. Et à chaque fois, ça avait été un triomphe. Hein, et si vous voulez, quand le pape Pie XII va être élu, quand Pacelli va être élu, ce sera en France vraiment une très grande joie. Alors que la guerre a déclaré, on sait que ce pape est un diplomate extraordinaire et on espère encore que par ce pape, on obtiendra la paix. Voyez-vous ? Bon, finalement, on ne l'obtiendra pas. Je vais pas revenir, je dis que je ne parlerai pas du régime de Vichy, j'en parle pas parce qu'il a tout troublé du fait de sa nature même, puisque à la fois vous aviez l'État français et la Troisième République n'était pas établie. Mais toujours est-il que c'était quand même le régime légal de la France, puisque tout avait été instauré il y avait une convocation de la Chambre qui avait voté les pleins pouvoirs au maréchal, qui était signée quand même d'Albert Lebrun et de Philippe Pétain, qui était le président du Conseil des ministres. Bon, je ne veux pas rester sur la suite, simplement je dis qu'en 1945, en 1944, avant que De Gaulle ne soit à la libération de Paris, c'est au mois de juillet 1944, et la libération de Paris, c'est août. De Gaulle est à Rome et reçu par Pie XII. Ce qui vous montre que De Gaulle ne donnait aucune foi dans la légende noire de Pie XII. Et ils ont parlé longuement de beaucoup de choses, on ne sait pas trop quoi, mais on sait par les mémoires du général que le général a été extrêmement impressionné par la personnalité de Pie XII. Et habileté, mais ça on le doit au cardinal Tisserand, qui était venu sur le collège, on ne savait pas quel protocole utiliser pour recevoir le général, on a utilisé le protocole des dauphins. Vous voyez, ça fait partie des subtilités du Saint-Siège. Et donc, De Gaulle est arrivé. Bon, le problème de la libération avec l'Église, c'est que les communistes ont demandé 65 démissions d'évêques. Voilà. Tout simplement parce que ces évêques avaient fait leur devoir de prélat français vis-à-vis d'un État légitime. Mais attendez, ces gens, ils avaient une certaine admiration pour le maréchal, mais ils étaient bien loin d'être tous pour la Révolution nationale. Donc, faire une différence entre ce qu'on croyait qu'était le maréchal, qui en fait était à moitié gâteux à cette époque-là et qui était manipulé, et puis la Révolution nationale et la collaboration active avec les nazis, qui est une autre chose. Bon, et donc, vous savez que pour des raisons de constitution, il n'y a pas eu entente entre les anciens dirigeants de la Troisième République et De Gaulle, et Léon Blum incarne cela, et
c'est un peu dommage dans un sens, mais enfin, c'est comme ça. Blum respectait beaucoup De Gaulle et vice-versa. Blum n'était pas du tout un adversaire de l'Église. Je me souviens d'ailleurs que ces visites triomphales de Pacelli à Lisieux, c'est pendant le Front populaire. Hein. Bon, donc, vous voyez, il n'y avait pas de... On ne faisait pas la chasse au curé, hein, loin de là. Et Blum avait écrit en 1945, dans À l'échelle humaine, que la Cour de Rome devait être représentée dans la Société des Nations, ce qui sera finalement l'ONU. Bon, finalement, De Gaulle s'en va, reste le problème des 65 démissions. Heureusement, il y avait un nouveau nom à Paris, de toute façon, De Gaulle l'avait demandé, qui s'appelait Roncalli, Angelo Roncalli, et il va tomber sur Vincent Auriol, ancien ministre de Léon Blum, ancien ministre des Finances du Front populaire, qu'on venait d'élire président de la République. Auriol est un fidèle disciple de Blum. C'est lui qui a écrit la préface de toutes ses œuvres et il a hérité de Blum cette grande tolérance et cette compréhension du christianisme. Et c'est lui qui va discuter directement, parce que finalement, les ministres, l'instabilité parlementaire de la 4e, finalement, confie ça à Auriol, parce qu'on sait qu'il s'entend bien avec ce nonce. En plus, ils aiment la gastronomie française. Je crois que ça a aidé aussi, voilà, la convivialité. Et sur 65 démissions, finalement, il y aura que 3 départs un peu anticipés à la retraite. C'est pas mal. Et on peut dire que Angelo Roncalli a totalement réconcilié tout l'épiscopat, mais qui n'a, à mon avis, pas eu assez conscience, parce que je pense qu'il y a un syndrome de Vichy qui s'est emparé de certains évêques par la suite. Mais enfin, c'est autre chose. Oui, c'est certain. Voilà. Bon, toujours est-il que, pourtant, il s'entendait si bien qu'on sait que son mandat prenait fin, on sait que Pie XII allait lui remettre le chapeau de cardinal, et c'est Vincent Auriol, je me suis fait confirmer par un vieil ami, c'est Vincent Auriol qui a téléphoné à Pie XII pour lui demander s'il n'était pas possible, je pense que Roncalli a dû lui souffler à l'oreille, hein, bon, s'il n'était pas possible pour une fois, vu les circonstances, de rétablir le privilège des rois de France, c'est en sa personne à lui, Vincent Auriol, qu'il remettrait lui-même la barrette de cardinal au nonce Roncalli. Et alors, tenez-vous bien, j'ai le film, là, je pourrais vous l'envoyer, ça dure quelques minutes, c'est le consistoire secret. Alors, tous ces messieurs, évidemment, sont à Rome, et vous avez Feltham qui va recevoir la barrette, le futur cardinal archevêque de Paris. Bon. Il n'y en a qu'un qui est à Paris, et on voit cette scène hallucinante aujourd'hui. La salle des fêtes de l'Élysée, où les portes, où le président de la République, Vincent Auriol, tout le monde est en habit, hein, en grand habit, avec le nœud papillon blanc, Vincent Auriol sur un trône, avec le grand cordon de la Légion d'honneur. Donc il n'y a pas de doute, il est présent. Et le nonce arrivé à une sorte de grande de demi-tenue de Capa Magna, parce qu'on va lui remettre après. Arrivé, se mettre à genoux devant le président de la République, qui a à côté de lui une barrette et qui lui met sur la tête. Et ensuite il se relève, et tout de suite, on lui amène une Capa Magna, voilà. Vous imaginez ça aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Hein? La libre pensée hurlerait, enfin, mais personne n'a hurlé. Moi, j'ai vu ça aux actualités télévisées, parce qu'on n'est pas à la télévision à l'époque. Mais bon, il y a eu quelques petits rires, mais les gens étaient contents de voir ça. Et en 58, et je m'arrêterai là-dessus, vous savez, au fond, De Gaulle, quand il a vu ça, on sait qu'il était un peu jaloux, parce qu'il aurait bien aimé être à la place de Vincent Auriol. Bon. Et Vincent Auriol, dans ses mémoires, dit que le moment le plus émouvant de son septennat, c'est quand il a remis la barrette à Angelo Roncalli. Ah oui. Hein? Bon, eh bien, De Gaulle arrive en 58, donc dans les conditions que vous savez. Pie XII meurt, et à ce moment-là, De Gaulle, agissant comme un véritable monarque, on sait qu'il a dit aux cardinaux qui allaient siéger au conclave de voter Roncalli.
Ah ben oui, il m'aurait dit, ce sera bien pour la France. Voilà, non, il n'y avait pas d'autre pression. Et finalement, De Gaulle a beaucoup suivi oui, ce qu'a fait Angelo Roncalli. Et au fond, il a un peu considéré que c'était la France hein, qui l'avait mis sur. Et c'est pas tout à fait faux. Hein. Il y a quand même cette réussite, parce qu'avant, il était en Turquie, hein, il était nonce en Turquie. On ne peut pas faire je pense pas qu'un nonce peut donner toute sa mesure en Turquie, ni à cette époque, ni maintenant, et encore moins maintenant. Bon. En revanche, en France, là, c'était une situation difficile. C'était quitte ou double. Bon, eh bien, c'était double. Ça a été double parce que il a quand même été pape. Malheureusement, il est mort très tôt. Mais je voudrais terminer sur deux choses. C'est que De Gaulle a eu le souci de l'élection de son successeur. Or, comme par hasard, Montigny était de la même équipe que Roncalli. C'était des gens qui étaient des proches de Pie XII. Hein, et que Montigny avait été envoyé à Milan comme archevêque parce qu'il n'avait pas d'expérience pastorale. Hein. Roncalli lui-même, il avait été patriarche de Venise. Bon. Donc il fallait avoir quand même un minimum d'expérience pastorale pour être pape. Bon, ça c'est une chose. Bon. Puis une deuxième chose aussi, c'est que je sais, mais je n'entrerai pas dans les détails, que De Gaulle a eu en 1958, voyez-vous, l'idée quand même, non pas de supprimer la loi de 1905, mais peut-être de la réajuster. C'est-à-dire de poursuivre un peu l'œuvre de Briand, de la réajuster dans l'esprit de ce qu'avaient été les discussions entre Vincent Auriol et Roncalli, de l'apaisement et de relations très apaisées avec le Saint-Siège. Et finalement, si vous voulez, quelque chose a été fait, et là on termine là-dessus, c'est l'instance de Matignon. Ça va être, c'est encore du De Gaulle, ça, parce que c'est Édouard Balladur, qui était un très proche de De Gaulle, qui va être le Premier ministre de la dernière cohabitation de François Mitterrand, qui en 1993 va travailler à ce qu'on appelle l'instance de Matignon, qui ne sera signée qu'en 2002 par Chirac, qu'il faudra sans doute traîner, et Lionel Jospin, qui l'approuvera, qui va instituer pour l'Église catholique un statut à part, puisque cette instance de Matignon, elle prévoit donc que se réunissent à Matignon sous la coprésidence du Premier ministre et du nonce apostolique, un certain nombre de ministres de la République et aussi des dignitaires de l'Église pour traiter des questions importantes entre la République et l'Église catholique. Ce qui montre bien que le vis-à-vis de la République pour l'Église catholique, c'est toujours le Saint-Siège. Ça ne peut pas être la conférence des évêques de France, c'est le Saint-Siège. Parce qu'il n'y a pas d'église catholique de France, tout simplement. Bien sûr. Il y a une église catholique en France, mais il n'y a pas d'église catholique de France. Voilà. Et voilà. Et donc, si on a un regard universel sur tout ça, on voit bien qu'il y a à la Révolution française une rupture et un lent retrait, petit à petit, une sécularisation de la France, hein, quelque part, et véritablement, avec la grande révolution, tout de même, on pourrait le dire, au niveau du peuple tout entier, c'est sans doute la révolution de mai 68. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Oui, on voit une génération qui a arraché sans doute plus fortement que ne l'avait fait la séparation de l'Église et d'État, la foi dans le cœur du peuple, certainement. Oui, parce que c'était aussi, je dirais, il n'y a pas que question religieuse qui a joué là. Il y a aussi une manière de penser complètement folle et complètement fausse, vraiment, qui était la chute de tout. D'ailleurs, la dégringolade de l'éducation nationale, la perte de valeur des diplômes français, enfin la perte de beaucoup de choses, c'est 68. Et certainement que c'est lié à un traumatisme. Il y a quelque chose de névrotique. Un rejet des traumatismes de guerre mondiale, et donc on rejette tout, le bébé, l'eau du bain, tout le passé. Il y a quelque chose comme ça, sans doute. Et je pense aussi, il faut balayer aussi devant sa porte avant d'accuser d'autres, je pense qu'en mai 68, je le dis parce que moi j'ai été ordonné pasteur le 5 mai 68, donc j'étais dans
j'étais pas encore catholique, mais enfin j'étais dans la vie de l'Église. L'Église n'a pas été à la hauteur. Et oui, elle ne pouvait pas voir ce qui se passait, évidemment. Hein. Elle ne pouvait pas voir. Dans certains cas, si, mais elle a donné un peu dans la démagogie quelquefois. Elle aurait pu être plus ferme. Oui. Et elle a beaucoup déçu des hommes politiques, notamment du côté gaulliste, qui avaient une autre idée de l'Église, qu'elle se laisse aller à la démagogie et à trouver des charmes, voire même des charmes chrétiens, à la Révolution de 68. Oui. Bon, moi, je parle pour ce qu'était ma chapelle à l'époque. Il y a un pasteur très spécialisé, enfin, c'était une tête de pont du gauchisme, qui a dit « Quand un CRS reçoit un pavé, il le reçoit de la part de Jésus-Christ. » Ah oui, tout à fait. Et c'est une génération, c'est-à-dire que sans doute ça a continué après. On sait bien dans les années 80 des évêques qui étaient presque dans l'identification entre le communisme et le christianisme, jusqu'à ce qu'un réveil arrive en 89. Mais c'est une génération malgré tout. Hein. Comme disait quelqu'un, certainement que le départ en retraite de cette génération de mai 68 peut-être remettra de l'ordre, c'est possible. Oui, et puis le grand coup, le grand virage, mais c'est difficile, c'est Jean-Paul II, c'est l'élection de Jean-Paul II. Hein, oui. Eh oui, mais voyez-vous, ça a eu beaucoup de mal à passer, et encore maintenant, nous vivons sur des... Il y a encore des post-68 arts, malheureusement, ils n'ont pas compris. Tout à fait. Qui tournent aux idéologies modernes, et ça on le verra peut-être une autre fois, les idéologies qu'on voit sortir, le wokisme, mais ça c'est d'autres choses, l'écologisme, l'antispécisme. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez, on voit bien que dans cette longue histoire entre les papes et la France, bon, même s'il y a eu, je me suis arrêté à De Gaulle, même s'il y a eu des passages à vide et des grandes ruptures, il y a toujours eu le désir de réparer. Oui, toujours. Voilà. Alors, il faudrait espérer qu'aujourd'hui, nous voyions arriver à l'horizon des choses de ce genre que je ne vois pas très bien actuellement. Voilà. Oui. Même, et un discours comme celui qu'a tenu le président Bernardin en disant qu'il veut réparer le lien abîmé entre l'Église et la République, et qu'on s'apprête à voter l'euthanasie, bon, sans parler du reste, mais enfin, rien que ça, parce que ça concerne tout le monde, l'euthanasie, absolument. Tout le monde. C'est vraiment abominable. Oui. Et vraiment, au nom justement de notre longue histoire, les papes et la France, il ne devrait pas y avoir un seul catholique qui manque pour se battre contre cette loi sur l'euthanasie. Mais ça se comprend, étant donné que vous parliez des prêtres qui ont été complices. À partir du moment où on n'enseigne pas assez l'âme, la survie après la mort, le sens de la vieillesse, le sens que ça aboutit pas au néant, ça aboutit à autre chose. Tout est logique. Il y a une sécularisation qui aboutit à ce que dit le livre de la sagesse, au chapitre 2, vous vous rappelez? Oui. Les impies appellent la mort de la main et du doigt, parce qu'ils se tordent d'amour pour elle, dans la mesure où on ne veut pas vivre des angoisses. Il y a quelque chose comme ça. Des funérailles, je lis souvent le livre de la sagesse, et je le recommande à mes confrères. Le livre de la sagesse devrait être plus souvent médité lors de toutes sortes de funérailles, parce qu'il donne des tas de perspectives et qui sont à la hauteur du questionnement moderne, justement. Oui, c'est certainement, et décrit ce qu'on a vécu après, donc la période dont vous ne traitez pas. Le chapitre 2, on voit bien, hein, c'est mai 68 qui est décrit. Voilà, bon ben, c'est comme ça. On n'a plus qu'à confier l'Église à l'Esprit Saint. Merci beaucoup, mon Père. Hein. Merci pour ces leçons extraordinaires et ce portrait d'histoire de l'Église. Merci. À bientôt. À bientôt.